Bonjour à tous, c'est parti pour l'émission Le Mag. Vous l'avez compris, Josian absent, il est en vacances. On lui souhaite de bonnes vacances d'ailleurs, donc c'est moi qui serai des vôtres les mardis pour cette émission Le Mag. Alors le Mag, vous pouvez suivre le Mag sur RME actuellement et aussi sur la page Facebook RME, la nouvelle radio. Et puis ce soir sur MBC2, vous allez nous retrouver à 18 h. Alors, et si c'est mieux? Et si mieux, plutôt, comprendre la relation que nous avons avec nous-mêmes, mieux se connaître était la clé pour vivre une vie plus authentique et plus épanouissante. D'ailleurs, Socrate l'a dit lui-même, connais-toi toi-même. Justement, aujourd'hui, avec mon invité, nous allons découvrir une méthode qui pourra nous aider dans ce sens, et c'est la neurosémantique. Alors, la neurosémantique est développée dans plus de 47 pays. Elle est utilisée pour optimiser le développement des potentiels humains. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau, donc, Nazia Hadji Abdullah. Nazia, bonjour. Bonjour Roselyne. Bienvenue sur ce plateau de Le Mag. Merci de me recevoir. C'est un vrai plaisir de vous avoir ce matin parce que je suis sûre qu'on va apprendre plein de choses. Alors, vous êtes métacoach certifiée, formatrice en intelligence émotionnelle, aussi formée en PNL et neurosémantique. Tout à fait, tout à fait. Alors, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, j'ai envie justement retourner un petit peu sur ce que Socrate a dit, connais-toi toi-même. Est-ce qu'on se connaît vraiment, Nazia? Moi, je pense, Roselyne, que c'est un cheminement et qu'au départ, on dépend des autres, en fait. Quand on est enfant, on dépend des opinions des autres. D'accord. C'est après, avec le temps, qu'on arrive, avec la maturité, arrive à cerner ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, nos traits de caractère, Oui. qu'on apprend à s'aimer, D'accord. on apprend à s'accepter. Et ne faille accepter qu'on fait des erreurs et qu'on est humain, après tout. Donc, je pense que tout cela, apprendre à se connaître, c'est un cheminement et au fil des expériences aussi de la vie, qu'on apprend à savoir qui on est, quelles sont nos valeurs surtout, et qu'on peut choisir son identité. Oui. Ben justement, est-ce que la neurosémantique, déjà, qu'est-ce que c'est que la neurosémantique? Eh bien, c'est une discipline qui a été développé par le docteur Michael Hall, un Américain qui habite au Colorado, dans les années 90. Donc, ça s'appuie sur la programmation neurolinguistique, la PNL, mais la neurosémantique est une version avancée de la PNL. C'est-à-dire qu'elle repose sur des méthodes qui nous aident à comprendre comment on crée du sens, en fait. Tout se passe là. Tout se passe dans notre tête, dans nos pensées. Dans l'esprit, dans les pensées. Comment est-ce qu'on crée du sens? Nous sommes tous des créateurs du sens. C'est joli ça. C'est vrai, des créateurs de sens. On a tous une carte mentale à l'intérieur de nous. Et ma carte mentale est différente de la vôtre. Oui. C'est pour ça que des fois on a des malentendus et tout. Mais c'est la création de sens qui crée en fait notre carte mentale. Et c'est de là que proviennent nos émotions. D'accord. Et donc, la neurosémantique donne un sens à nos pensées? La neurosémantique est une méthode qui nous permet de comprendre comment on crée du sens. Ah, très bien. Alors, justement, on va y arriver. Et comment, justement, la neurosémantique est-elle différente des autres approches de développement personnel? Parce que c'est un petit peu le développement personnel, n'est-ce pas? C'est du développement personnel, tout à fait. Bon, chaque approche a son mérite, mais disons que quand on parle de neurosémantique, on parle beaucoup de l'école de coaching qu'on appelle le méta-coaching. Alors, méta, c'est un niveau supérieur et on coach à des niveaux supérieurs de l'esprit. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas au comportement. Je vous donne un exemple. Si j'ai envie de gérer ma colère, si un client vient me voir et me dit « Nadia, tu sais, mon objectif est de gérer ma colère ». Je ne vais pas coacher ses comportements. Qu'est-ce que tu dois faire pour gérer ta colère, respirer, prendre du recul? C'est pas ce que je vais faire. Je vais aller au-delà des comportements et d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de son esprit. Qu'est-ce qui a causé la colère? Oui, exactement. Quelle est la création du sens? Parce qu'un événement en lui-même ne veut rien dire. C'est-à-dire ce qui se passe, une situation ça, ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais c'est nous qui créons du sens à l'intérieur, c'est notre système de croyance. Ok, alors si je comprends bien, juste pour éclaircir un petit peu les choses, il se passe quelque chose, il y a une situation qui se passe et c'est la façon dont on l'interprète. Ça veut dire que la même situation, je l'interpréterai d'une façon et vous d'une autre façon. Tout à fait. Et d'où vient notre interprétation? C'est par rapport aux programmations qu'on a eues depuis l'enfance.
Programmation de l'éducation, de la culture, qu'on appelle les métaprogrammes. La manière dont on filtre. En fait, on a tous des filtres. On filtre les stimuli qui viennent de l'extérieur. Et à ce moment-là, on crée notre carte mentale. Donc, le méta-coaching permet au client de réaliser comment il crée du sens, d'où proviennent ses émotions et qu'est-ce qu'il peut faire en fait. Et le changement s'opère de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, si je comprends bien, c'est ainsi qu'on apprend à mieux se connaître, comment est-ce qu'on réagit par rapport aux situations. Oui. Et comment on réagit de l'intérieur en fait. De l'intérieur. Hein? Est-ce qu'il y a un souvenir qui a été déclenché? Est-ce que j'associe, disons, allons prendre un exemple très basique, il y a un chien qui approche, qui s'approche de moi, vous pouvez vous dire, ah mais le toutou il est beau et tout, vous allez le caresser, moi je peux hurler. Oui. D'où proviennent ces deux réactions? C'est par rapport à mon vécu, mes souvenirs, comment j'ai codé en fait ce souvenir. Et la neurosémantique permet d'aller chercher en fait ce codage et la conclusion que vous avez tirée sur le chien, qui n'est pas la même que la vôtre. Je comprends. Donc tout commence par rapport à, allons dire, notre environnement, notre enfance, ce qu'on a vécu. Les traumatismes aussi, peut-être. Oui. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé qui est vraiment le cœur du tout. C'est comment on a interprété et mémorisé ce qui s'est passé. Il y a des personnes qui ont connu des situations très traumatiques, mais qui s'en sortent. Elles sont devenues plus fortes, résilientes et tout. Mais il y a d'autres personnes qui sont restées dessus. C'est la conclusion que vous tirez par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie, en fait. Qu'est-ce que vous faites de cette conclusion? Est-ce que c'est une conclusion écologique ou au contraire une conclusion qui vous affecte toujours? Vous revivez le traumatisme. La neurosémantique, en fait, nous permet de prendre de la distance et d'avoir le choix de dire que ce traumatisme-là ne me définit aucunement. Je ne suis pas mes traumatismes. Séparer de ces traumatismes, de ces croyances aussi, peut-être. Oui, il y a des croyances qui sont toxiques et limitantes. Par exemple, moi, je ne suis pas capable de faire ceci ou cela. J'ai peut-être hérité des croyances héritées des parents. Ça peut arriver. Hein. Les parents sont des êtres humains comme tout le monde, et des professeurs, qui ont eux aussi leur... Les distorsions de l'esprit, exactement. Vous voyez. Et du coup, si on décide d'intérioriser justement ces croyances toxiques et qu'on ne réactualise pas ces croyances, c'est à nous de réactualiser notre carte mentale quand on est adulte. On ne peut pas continuer à se poser comme victime, par exemple, se dire « ouais, mon prof m'avait dit que moi je suis nulle » et que je reste sur cette croyance. C'est à moi de reprendre le dessus sur mon esprit. Mais justement, pourquoi est-ce qu'on prend l'exemple justement de ce prof qui dit à un enfant tu es nul et pourquoi ça devient, justement on parle de carte, ça vient imprimer ça sur notre carte mentale. Pourquoi on est encore un enfant et pourquoi est-ce que ça nous touche au fait? L'enfant il va croire ce que vous allez lui dire. Il est trop jeune encore pour discerner en fait le vrai du faux. Pour avoir l'esprit critique et de dire non, ce que tu me dis, non, je ne te crois pas, il va vous croire. Et le fait est que quand on grandit avec ces croyances toxiques et après on répand ces croyances toxiques sur les autres. Alors justement, est-ce que la neurosémantique nous apprend à nous connaître? Parce que justement, on a débuté l'émission avec ça. Est-ce que, pourquoi déjà c'est important d'apprendre à se connaître? La relation que nous avons avec soi-même. Roselyne, je vous dirais que c'est la base de tout. Ma relation avec moi-même, comment je me perçois, est-ce que je m'aime, est-ce que je me respecte, est-ce que je m'accepte? Si on ne s'accepte pas, déjà là, on part sur de mauvaises bases et il est plus difficile d'accepter les autres quand on se rejette soi-même. Il est plus difficile de ne pas juger les autres quand on se juge sévèrement soi-même. Donc, notre relation à nous-mêmes, quelque part, c'est un miroir de la relation avec l'autre. Il est plus difficile de ne pas juger les autres quand on se juge soi-même? Quand on se juge soi-même, on est très dur. Il y a des gens qui sont très durs avec eux-mêmes. Moi, ça m'est arrivé aussi. Quand vous vous jugez sévèrement et vous avez une voix intérieure qui vous dit « Ah, tu n'y arriveras pas, toi, de toute façon, c'est peine perdue. » Mais vous aurez un regard critique similaire envers les autres. Il est plus difficile d'aimer les autres quand on ne s'aime pas soi-même suffisamment.
Mais bien sûr. Mm. D'ailleurs, on parle beaucoup de ça, s'aimer soi-même depuis ces dernières années. Donc, Mm. c'est important. C'est important. Et là, nous arrivons au sujet de l'estime de soi. Mhm. L'estime de soi, en neurosémantique, pour nous, on ne parle pas d'estime de soi haute ou basse. En neurosémantique, on parle d'estime de soi conditionnelle ou inconditionnelle. Je m'explique. Conditionnel veut dire que je base mon estime de moi sur des facteurs externes comme le regard des autres, le nombre de likes que j'ai sur Facebook. Et est-ce que les gens m'aiment? Est-ce que mon compte bancaire est renfloué? Est-ce que j'ai un statut social élevé? Si je base mon estime de moi sur des facteurs externes, c'est là que ça devient dangereux. Parce que ces facteurs externes, c'est précaire. Aujourd'hui, c'est là, demain, c'est pas là. Oui, c'est vrai. Par contre, si mon estime de moi est inconditionnelle et que je réalise qu'en tant qu'être humain, ma valeur est déjà de 100%, et ben, même si demain, il y a un tremblement de terre, que je perds tout, et ben, je m'estime quand même et j'ai pas besoin de l'approbation des autres. C'est pas qu'on n'a jamais besoin de l'approbation des autres. Là, je parle de baser son amour pour soi sur l'approbation des autres. Là, ça devient problématique. Donc, nous, en neurosémantique, on apprend à nos apprenants, à nos clients, à construire une estime de soi inconditionnelle. Et pour les jeunes, je pense aussi que c'est très important aujourd'hui. Bah justement, vous parlez des likes sur les réseaux sociaux, de voir si les gens nous aiment à travers ce qu'on a posté. Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent justement jouer un rôle sur notre façon de se voir soi-même? Est-ce que les réseaux sociaux ont un impact sur la façon, le regard que nous avons sur nous-mêmes? Tout à fait. Et aujourd'hui, on a su valoriser l'importance de ce regard sur nous. Vu qu'on arrive à s'afficher, et quand je dis s'afficher, c'est pas méchant, hein, on se pose, on s'expose sur la place publique, on aime bien que les gens nous apprécient. C'est normal, l'être humain aime être apprécié. Le souci, c'est que quand on donne trop d'importance au nombre de likes, qu'on s'accroche à cela pour se valoriser soi-même. Là, c'est vraiment vivre de l'extérieur vers l'intérieur. C'est là que ça devient dangereux. Oui. Alors que si tu m'apprécies, ben, tant Comme mieux. Si les gens me critiquent, c'est pour ça qu'il y a des gens aussi qui prennent des critiques très à cœur, qui prennent tout personnellement. C'est parce que leur estime d'eux-mêmes est basée sur l'approbation des autres. Oui. Finalement, c'est, je dirais pas dangereux, mais c'est être indépendant des autres, au fait. Oui, c'est une dépendance émotionnelle. D'être dépendant, pas indépendant, mais dépendant des autres. Et en neurosémantique, on apprend aux clients à vraiment devenir plus, on appelle ça internally reference, c'est-à-dire se référencer par rapport à moi. Bien sûr, on doit toujours prendre en compte le feedback des gens. Mais là, on parle vraiment de me faire confiance par rapport à mon opinion sur moi-même. Revenir sur mes cadres de référence. Me refaire confiance sur ma manière de penser, sur moi-même. Je comprends. Oui. Je comprends. Et tout à l'heure, vous disiez, voilà, les jeunes aujourd'hui, et on sait que les jeunes, des fois, ils sont perdus aussi. Il n'y a pas que les jeunes, mais on parle des jeunes. Et est-ce que, justement, allons prendre la drogue, par exemple. Est-ce que quelqu'un qui se tourne et qui a envie d'aller justement vers un autre moyen pour pouvoir sortir de l'état où il est, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas bien, est-ce que justement c'est un manque d'amour pour soi-même qui fait qu'on se tourne vers d'autres moyens pour se sentir bien? Oui. Moi, je dirais que c'est en partie, une des raisons, en fait. Parce que si on va vers des mesures qui nous font du tort, par exemple la drogue, l'automutilation, l'alcool, etc. C'est des dépendances, au fait. Oui, une dépendance. C'est une autre façon, un autre genre. On parlait de dépendance sur les autres. Oui. Maintenant, c'est dépendance sur l'alcool, sur la drogue. Pour se sentir bien dans sa peau. Pour se sentir bien. Tout à fait. Là, c'est des recours néfastes. Et là, c'est vraiment... Par contre, si on avait justement cette estime de nous-mêmes inconditionnelle, on allait prendre une décision consciente de ne pas se faire du tort. Je ne dis pas que c'est facile.
C'est facile de parler de quand dire on est des là et choses, tout, de dire les oui. choses. Mais quand on est dans la situation de la personne, oui. Quand on est dans un milieu spécifique où on a le peer pressure, où on a culturellement toutes ces choses qui se passent autour de nous, il faut vraiment effectivement avoir les mécanismes vraiment bien ancrés en soi. Mais je le répète, je pense que tout commence par soi. Si on a une estime de nous-mêmes, on a une relation forte avec nous-mêmes, on se fait confiance, on sait que même si je suis en train de vivre des moments difficiles, je peux me relever. Là, on parle de résilience. Il y a un autre rapport qui se crée avec moi-même et qui me protège, en fait. L'estime de soi inconditionnelle est un facteur de protection contre ces fléaux. Justement, vous dites est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir dans n'importe quelle situation? Est-ce que l'être humain a cette possibilité, cette capacité de pouvoir surmonter les pires épreuves? On a, au fil de l'histoire, plein d'exemples. Je ne dis pas que c'est facile encore une fois, mais allons prendre Nelson Mandela comme exemple. C'est une personne qui a quand même fait 27 ans de prison. C'est quelqu'un qui aurait pu s'écrouler, se suicider, se laisser aller, mais il est sorti de là en voulant faire une différence pour les autres, en unifiant son pays. Il aurait pu monter son peuple contre les oppresseurs et tout, ce qu'il n'a pas fait. Vous avez Nelson Mandela, vous avez Viktor Frankl, qui a été interné dans les camps de concentration à Auschwitz. Très belle histoire. Ah oui, et qui aurait pu, il l'a dit dans son livre, il a dit qu'il voyait les gens se laisser aller parce qu'ils n'avaient plus de sens à leur vie. Et que les gens mouraient justement rien qu'en n'ayant plus de sens. Les gens mouraient, ils se laissaient aller. En croyant en fait, c'est une croyance qu'on n'avait plus de sens parce qu'on était dans les camps de concentration. Vous avez vu la puissance d'une croyance en fait, qui peut soit vous faire être plus résilient, soit vous induire à laisser tomber en fait. Donc voilà un autre exemple. Vous avez l'exemple de Christopher Reeves, l'acteur qui a joué le rôle de Superman et qui est tombé de cheval, qui est devenu paraplégique, etc. Mais qui a continué en fait. Il a fait des films, il a créé une fondation. Tout ça pour dire que là, on parle de super résilience. Mais si des êtres humains l'ont fait, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que c'est pas impossible. Ouais. Ça veut dire qu'au fait, on est tous des êtres humains, il faut juste comprendre ça. Qu'on n'est pas différent des autres, et différent de Christopher Reeves ou de Nelson Mandela, mais s'ils ont pu le faire, on peut aussi le faire. On peut le faire. Il y a encore plus d'autres exemples où les gens ont surmonté plein de choses. Il y a Malala qui s'est fait... la jeune fille. Qui a été victime d'un assassinat. Elle n'est pas décédée, mais vous imaginez, elle s'est fait attirer une balle dans la tête. Et elle est là, et elle continue à faire toute sa démarche caritative et tout. C'est vous dire que oui. Mais et c'est justement le rôle de la neurosémantique qui nous permet de retrouver les ressources que nous avons déjà en fait. Justement, vous avez dit tout à l'heure résilience. Ça veut dire quoi exactement? On entend beaucoup ce mot de nos jours, résilience. Ça veut dire quoi exactement? Eh bien, c'est se relever, après quand on fait face à l'adversité, c'est se relever, mais se relever plus fort et se relever en n'étant pas devenu amer en fait. Parce qu'il y a des gens qui font face à des épreuves, mais après ils repoussent les autres, ils deviennent amers, ils deviennent vraiment, ils s'isolent aussi. Mais la résilience, c'est vous avez fait face à quelque chose de dur, comme une maladie, un divorce, la perte de quelqu'un, un deuil. Un deuil. Vous avez pris votre temps. Il n'y a pas de formule magique. Vous avez pris votre temps. Mais quand vous vous êtes relevé, vous avez pris ce challenge comme une épreuve positive qui a rajouté à votre personne et qui vous a transformé en une personne plus capable encore maintenant et qui peut même soutenir les autres. Parce que la résilience a une dimension sociale aussi. On n'est pas résilient seul, on est résilient ensemble. Oui. D'accord. Donc, et c'est possible pour l'être humain d'être résilient. Oui. C'est possible. Nous l'avons en nous, en fait. Nous l'avons, et c'est un muscle qui se travaille. Et nous, justement, on a des formations. Il y a moi et ma collègue Christelle Mélier, que je salue. Qui devait être avec nous, mais qui malheureusement n'a pas pu être présente. Qui n'a pas pu être présente. Et j'ai fait un atelier récemment avec elle. On a reçu 14 personnes à peu près. Et on a travaillé sur les étapes de la résilience. Ce n'est pas une formule magique.
Ben, quand je dis étape de la résilience, il y a par exemple l'acceptation. Est-ce que vous acceptez que cette chose vous est arrivée? Il y a des gens qui sont dans le déni. Ah ben non, les gens n'ont pas pu me traiter comme ça, j'accepte pas. Mais on ne peut pas changer ce qu'on n'accepte pas. Donc la première chose pour être résilient, c'est l'acceptation. Donc durant l'atelier, on a travaillé, on a coaché les gens sur l'acceptation, ce que ça voulait dire. Il y a des gens qui ont une relation difficile avec l'acceptation. Donc comment changer, recadrer ses pensées sur l'acceptation? Après l'acceptation, c'est le travail émotionnel. Parce que quand on fait face à une épreuve, il y a toujours des émotions qu'on va ressentir. Colère, angoisse, peur, tristesse, révolte. Ben, qu'est-ce qu'on fait de ces émotions? On n'a pas eu d'outils vraiment dans notre enfance. C'est une force, les émotions? Ah oui, c'est une force. On a besoin de nos émotions pour avancer. Et il n'y a pas de mauvaises émotions en fait. Chaque émotion vient nous donner un message. Mais encore, faut-il lui donner un nom et le reconnaître. Oui, tu es là, tu es venu me dire quelque chose, je vais t'écouter. T'écouter, pas veut dire agir, voilà quoi, de manière irrationnelle, non. Écouter ce que le message est venu dire et travailler avec cette émotion en fait, pour être plus résilient. D'accord. Donc, acceptation. Et travail émotionnel. Travail émotionnel. Oui. Et puis, il y a l'attribution du sens. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, allons prendre mon cas. J'ai eu l'endométriose depuis que je suis adolescente. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 32 ans. Et puis, j'ai eu des problèmes de fertilité. Quand on a des problèmes de fertilité, on peut l'interpréter, justement, l'attribution du sens, dans différentes façons. Soit, je peux me dire, pourquoi moi? Je ne mérite pas ça. Je peux me poser comme victime. Pourquoi les autres sont en train de réussir à avoir des enfants et pas moi? Et me poser des questions qui m'enfoncent en fait. C'est normal de se poser ces questions, hein. Je ne dis pas que ce n'est pas normal, mais si je reste dans cet état justement de victime, ou même se dire que l'infertilité, pour moi, c'est un monstre, c'est quelque chose d'injuste qui s'est passé. Si j'attribue du sens de cette façon, je vais souffrir. Mais si je dis, écoute, je prends du recul, oui, l'infertilité est là. C'est une épreuve dans ma vie. Quel est le sens que je vais donner à cette épreuve? Est-ce que c'est une épreuve qui va me faire grandir? Est-ce que c'est une épreuve qui va me permettre de me développer moi-même, moi et ma relation avec mon conjoint? Parce que moi, je me suis beaucoup rapprochée avec mon conjoint, en fait, dans cet épisode d'infertilité. Oui. Est-ce que c'est un moyen de resserrer les liens avec la famille? Est-ce que c'est un moyen de devenir plus courageux encore? Si je cadre l'épreuve de cette manière-là, il y a plus de chances que je devienne résiliente. Par contre, il y a ce qu'on appelle les 3 P, the 3 Ps. Là, c'est quand on crée du sens de manière personnelle, pervasive et permanent. Je le dis en anglais parce que les 3 P, ça cadre bien. Personnel, permanent et pervasive. Personnel, c'est-à-dire que je pense que c'est qu'à moi que ça arrive, ou bien que c'est de ma faute. Okay. C'est moi le problème. Ok, d'accord. Quand on se dit que c'est moi le problème, ça revient à la relation avec soi. Je m'accuse, je me blâme, je me juge, ou bien je me pose en victime, c'est à moi que ça arrive. Permanent, et moi, de toute façon, dans ma vie, j'ai toujours eu des problèmes, je continuerai à avoir des problèmes. Si mon discours intérieur est de cette nature-là, c'est une recette de dépression, en fait. Ouais. Et pervasive, ça veut dire que je ne vois rien de bon dans ma vie. Parce que j'ai ce problème-là, ça veut dire que toute ma vie est mauvaise. Tous les différents événements qui arrivent, je vais ternir, en fait, ce qui m'arrive par l'épreuve. Et vous avez parlé de dépression, justement. Est-ce que la neurosémantique peut aider quelqu'un qui est en dépression? Est-ce que la dépression, c'est encore notre relation avec nous? Oui. Nos façons de penser? Oui. La dépression, c'est une maladie aussi. Oui. On ne soigne pas la dépression en neurosémantique, mais on peut prévenir la dépression. C'est-à-dire qu'on peut aider une personne à se ressaisir et à reprendre contrôle sur ses pensées, ce qu'on appelle les déformations de la pensée, pour ne pas tomber justement dans la dépression. La neurosémantique est une approche très préventive aussi. Très bien, donc c'est super important donc d'apprendre tout ce que vous dites là, parce que je réalise, j'espère que les auditeurs et puis aussi les téléspectateurs vont prendre conscience que
que la relation avec soi, c'est super important. Et Roselyne, j'aimerais faire une distinction très importante ici. Allez-y. On confond souvent estime de soi et confiance en soi. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ok. L'estime de soi, c'est vraiment la valeur qu'on se donne à soi-même en tant qu'être humain. Et l'estime de soi devrait être à 100%. Je ne parle pas de vanité, d'arrogance, on ne parle pas de ça, mais je donne un exemple. Un bébé qui est nouveau-né, qui ne sait rien faire encore. Si je vous disais, Roselyne, sur 0 à 100, vous donneriez, c'est quoi la valeur de ce bébé? Vous m'auriez dit, Nadia, c'est du 100%. Comment est-ce que je peux dévaloriser un être humain? Mais c'est pareil pour nous. Le bébé, il ne gagne pas encore ses sous, il n'arrive pas à se débrouiller. Il n'est pas indépendant. Il n'est pas indépendant, mais pourquoi on le valorise tant? Mais pourquoi nous, on a perdu cette même valeur vis-à-vis de nous-mêmes? Donc, l'estime de nous-mêmes, c'est une ligne droite, en fait. Ça ne dépend pas de nos échecs. Et c'est l'erreur qu'on fait, en fait, avec nos enfants. Et là, j'aimerais lancer un appel aux parents. Ne pas dévaloriser leurs enfants à cause de mauvaises notes à l'école, ni à cause d'une mauvaise conduite. De faire la séparation entre l'enfant et le comportement, entre l'enfant et ses notes. La dignité de l'enfant doit rester intacte. L'enfant n'est pas ses notes, l'enfant n'est pas ses bêtises, l'enfant n'est pas son comportement. Intéressant. Qu'on respecte l'intégrité de la personne et la valeur, la dignité de cet enfant, qu'on n'insulte pas son enfant, qu'on ne lui traite pas de tous les noms. Bon, on est tous parents, on fait tous des erreurs. Après, on se ressaisit, on s'autocorrige. Bon, ça, c'est l'estime de soi. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? Si notre enfant n'a pas eu de bonnes notes, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, quel est le comportement qu'il faut avoir? Déjà, on ne l'insulte pas. On ne le traite pas de cancre, d'imbécile. Tu me fais honte. Vaut à rien ou des choses comme ça. Vaut à rien. On ne le label pas. On ne lui donne pas une étiquette dévalorisante qu'il va prendre toute sa vie après, qui est grave. Et demain, il va toujours porter ça en lui s'il n'a pas eu la chance de travailler sur lui-même. Donc là, on fait la différence. On ne l'insulte pas. Et puis, on parle des notes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu des mauvaises notes? Est-ce que tu as peur du prof? Est-ce que tu ne vois pas bien? Moi, j'avais des mauvaises... Mais oui, les questions, la curiosité. Moi, j'avais des mauvaises notes en maths. Bon, je n'ai pas beaucoup les maths, ça c'est une chose. Comme moi. Ouais. Mais après, je ne voyais pas bien au tableau et j'avais peur de dire que je ne voyais pas bien. Donc, il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire qu'un enfant n'arrive pas à bien performer. Donc, au lieu de l'étiqueter de tous les noms, c'est de lui dire, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Là, c'est les événements, c'est pas son identité. Là, c'est l'estime de soi. La confiance en soi, je faisais la distinction. La confiance en soi, là, c'est vraiment se faire confiance par rapport à des tâches spécifiques. Et la confiance en soi, c'est haut ou bas. C'est si je m'entraîne à faire quelque chose, si par exemple je parle souvent à la radio ou à force de faire des choses, quoi. On a confiance à force de faire une activité, c'est comme un sportif. C'est ça. C'est pareil. Si je monte à vélo, je monte, après j'ai confiance en moi. Si j'ai jamais fait, j'ai pas confiance en moi. Ça n'a rien à voir avec ma valeur en tant qu'être humain. Ma valeur reste intacte. Mais ma confiance, ça se travaille en fait. C'est joli ça, c'est joli. Justement, comment la neurosémantique peut renforcer cette confiance en soi, cette estime de soi? Comment? Déjà, l'estime de soi, on enseigne à nos apprenants qu'elle est à 100%. Et puis, on a les exercices qu'on fait, des exercices pratiques, où on s'imprègne de certains états et qu'on appelle justement de l'ancrage. On ancre ces états en nous pour que ça revienne en fait quand on a besoin, à la demande. Donc, il y a des exercices qu'on fait avec les clients. Et deuxièmement, la confiance en soi, on parle de 4 pouvoirs. On a le pouvoir de la pensée, justement, comme Victor Frankl, comme Florent Pagny, il dit ma liberté de penser. Ma liberté de penser, exactement. Donc, le pouvoir de la pensée. On a le pouvoir des émotions. Je ne suis pas à la merci de mes émotions. Je ressens les émotions, mais je peux reprendre le dessus sur mes émotions. Je peux changer, au fait. Je peux changer mes émotions. Le pouvoir de la parole et le pouvoir des actions. On a 4 pouvoirs. Et la neurosémantique nous aide à nous imprégner de nos 4 pouvoirs et reprendre le contrôle sur ces 4. C'est comme si je reprenais ma télécommande des gens, de la société, du qu'en dira-t-on. Je reprends ma télécommande, je dis, stop, c'est ma télécommande. C'est moi qui ai le contrôle, au fait, sur ma vie. C'est moi qui ai le contrôle. Sur mes émotions, sur ma façon de penser. Sur ma façon de penser. Et là, je reprends confiance en moi-même, confiance en ma manière de penser, en mes capacités justement de réguler mes émotions, ma parole et mes actions.
Mais tout en sachant que vous parliez tout à l'heure des 4 P, donc l'action, etc., mais tout ne commence pas par nos pensées, c'est-à-dire que ce sont nos pensées qui vont nous pousser à agir, à avoir des actions bonnes ou mauvaises. Oui. Donc, est-ce qu'on commence par nos On pensées? commence Est-ce que par nos tout pensées. commence par là? Oui. Vous En l'avez tout dit cas, d'ailleurs en début d'émission. oui, Oui. en neurosémantique, Oui. nous, tu commences par la création du sens. Mhm. Et qu'est-ce qu'on associe avec les choses? D'où ça provient cette association? Quelle est la qualité de nos pensées? La qualité de vos pensées, c'est la qualité de votre vie. C'est quoi la qualité de nos pensées? C'est quoi la qualité d'une pensée, par exemple? La qualité d'une pensée, et est-ce que la pensée, elle est écologique, elle vous fait du bien, ou c'est une pensée Ah, qui n'est pas une pensée ressource, qui vous est-ce qu'on... tire vers le bas? Ok. Est-ce que je me sens bien quand j'ai cette pensée, au fait? C'est un peu ça. Exactement, exactement. Est-ce que je suis en relation positive avec les autres quand j'ai cette pensée? Si je suis dans le jugement, cette personne, elle est mauvaise, cette personne, ceci, cela, vous savez, on étiquette les gens, etc. Ben, Beaucoup. ça, on appelle ça les déformations de la pensée ou les généralisations. Toutes les femmes sont comme ça, tous les hommes sont comme ça. Les pensées, les stéréotypes, par exemple. Vous avez aussi ce qu'on appelle la personnalisation. Tout est à cause de moi. Et ils m'en veulent. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Donc ça, ce sont des pensées d'une mauvaise qualité. Et le cerveau n'a pas le contrôle qualité, en fait. C'est ça qu'on doit savoir. Si vous me dites quelque chose et que je ne fais pas le contrôle qualité sur cette pensée, je vais gober ce que vous me dites. Le cerveau, il gobe tout, au fait. Il gobe. Il gobe Ok. sans C'est une éponge. manquer de respect à notre cerveau, qui est un engin Il sait pas faire la fantastique. différence Il sait entre ce qui est pas. bon et ce qui est pas bon. C'est un peu ça. Il sait pas ce qui est Ok. écologique et pas écologique. C'est à nous de prendre du recul et de me dire non, mais j'ai eu cette pensée depuis des années que j'étais pas capable, par exemple, de faire De ceci faire ou quelque cela. chose. Mais stop, je vais plus parce que le cerveau, il a été wired. C'est des wiring en fait qui se Mhm. font. Et lui, il va prendre il s'habitue à des automatismes de la pensée. Automatisme de la pensée. Ça veut dire l'habitude que nous avons L'habitude. de penser. Si je pense que je ne suis pas capable, par exemple, moi j'avais déjà décidé que je n'étais pas capable de faire les Ouais. maths, donc j'avais décidé que j'étais incapable Voilà, d'être c'est bonne en ça. mathématiques. Ben, mon cerveau est allé chercher des preuves, tu vois, tu peux pas. Tu vois? Oui, Alors que si j'avais oui, pris à cette époque, si oui. j'avais connu un coach, j'aurais pu me faire coacher sur les maths. Voilà. C'est quoi ta croyance sur les maths? Est-ce que tu veux continuer à penser comme ça? Et on peut recadrer. Si c'est pas cette pensée-là, c'est quoi l'autre facette? Oui. On réactualise ses Ah, pensées. c'est marrant que vous dites ça, Nadia, parce que je me souviens, un jour, je me suis dit, mais les mathématiques, c'est la logique. Et si on m'avait dit ça quand j'étais étudiante, que les mathématiques, c'est la logique, c'est ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours, peut-être que j'aurais une autre approche Tout à fait. de ce sujet, au fait. Votre comportement Le envers la comportement. matière même allait Voilà, changer, votre exactement. degré de curiosité, votre persévérance. C'est tous les cadres qu'on a hérités des gens, des profs, de la culture, qu'on perpétue en fait sans se poser de questions. Est-ce que cette manière de penser, est-ce qu'elle est efficace? Est-ce elle est écologique pour mon bien-être? Ou est-ce que je dois changer ma carte mentale? Alors, vous avez beaucoup parlé d'émotions. Je crois que nous avons tous un peu les blessures émotionnelles, Mhm, n'est-ce pas? Et mhm. peut-être traumatisantes aussi. Est-ce que la neurosémantique peut aider dans ce sens-là? Hmm. Dans ces cas-là, je veux dire Oui, plutôt. tout à fait. Du moment que le client est prêt et capable de parler de ses blessures sans rentrer dans un fight and flight, il y a des gens qui ne peuvent pas en parler. Là, c'est plutôt un psychologue qui doit aller voir. C'est trop cru, c'est trop vif, etc. Il ne peut même pas en parler. Il y a des gens qui pleurent et qui ne peuvent pas. Pleurer n'est pas un souci, hein. Au contraire, on a plein de personnes en séance de coaching qui pleurent. Nous, C'est vrai. Allez-y, allez-y. Et puis je vous pose la question. et nous, au contraire, Oui. quand une personne pleure, Oui. ça veut dire qu'elle est en train de quelque chose se passe à l'intérieur Mhm. et qu'elle veut Elle évacue. évacuer, release, Mhm, laisser mhm. aller. C'est une bonne chose. Et pour revenir, Oui, dites-moi. allez-y. Non, en fait, j'ai vraiment envie de parler de ça parce Oui. que la société nous dit, par exemple, les hommes, ça pleure pas. Les hommes, ça pleure pas. Et, Ouais. et combien d'hommes se retient comme ça et je crois que pleurer, ça fait partie du processus de l'être humain, non? C'est C'est l'humanité. normal de Ah pleurer. oui. C'est normal. Toutes les émotions sont normales. Oui. Vous n'êtes pas fou ou folle si vous avez des émotions On a envie de pleurer. fortes. Mm. Si vous pleurez, ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Voilà. Bien au contraire, cela veut dire que vous êtes humain et capable d'être vulnérable. Mhm.
C'est quand on est vulnérable qu'on se comprend soi-même. Là, on a touché le fond de soi, la vulnérabilité. On reçoit ses propres larmes, ses propres émotions. Et là, on se reconnecte. Oui, on se reconnecte à nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes. Et quand on pleure avec une personne, disons en séance de méta-coaching, ou même en écoute, je suis aussi befriender, il y a des gens qui pleurent au téléphone et tout, nous, on crée un contenant. Je suis là, pleurer. Et ce contenant, c'est un contenant safe, en fait. C'est un contenant qui a le caractère qui est imprégné de sécurité psychologique. Quand on pleure. Oui. Je ne vous juge pas. Vous pleurez, pleurez. Je suis là pour vous écouter, je suis là pour recevoir ces larmes. Et même on remercie la personne. Merci de m'avoir fait l'honneur de voir ce que tu ressens vraiment. Et puis souvent, on reste sur les pleurs, hein, parce que je pense que c'est super important, on n'en parle pas beaucoup. Et souvent, quand on pleure, ou bien quand quelqu'un pleure, on dit « mais non, arrête de pleurer ». Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Non, c'est pas une bonne chose. Si la personne a perdu contrôle sur elle-même, est devenue hystérique et tout, là c'est quelque chose d'autre. Pour la calmer, il y a des techniques qu'on peut utiliser. Mais une personne qui pleure et qu'on lui dise « arrête de pleurer », mais vous êtes en train déjà de ne pas respecter son émotion, d'invalider son émotion. Et quand on invalide l'émotion de quelqu'un, la prochaine fois, d'une personne, elle ne va pas vous reparler. Souvent, on arrête en plein c'est une expression de soi, en fait. Vous êtes en train de couper net l'expression de soi de la personne. Et là, elle peut se refermer sur elle-même. Et ça, c'est dangereux. Au fait, pleurer, c'est une autre façon de s'exprimer. C'est un peu comme si on parlait, on a quelque chose d'important à dire et la personne nous arrête. C'est un peu ça. C'est ça. Une interruption de l'expression de l'autre. Et nous, les méta-coachs, les befrienders et tout, on est là pour recevoir l'émotion de la personne sans jugement. D'accord. Si vous pleurez une fois, deux fois et vous avez envie de pleurer, nous, on est là pour recevoir. Oui. Alors, donc, pour en revenir à comment la neurosémantique, justement, peut guérir les blessures émotionnelles et traumatisantes, c'est possible. Si le client est capable d'en parler, on l'aide à mettre de la distance, en fait, avec le trauma. On l'aide à en parler sans retourner dans ces émotions-là. Et quand il arrive à en parler, c'est là qu'on peut décider de réattribuer un autre sens à ce traumatisme. Et là, la personne reprend contrôle. La personne ne se sent plus dominée ou ne s'identifie plus avec le traumatisme. Et on l'aide aussi à recoder le trauma. Par exemple, qu'est-ce que je vais dire pour coder? Si vous avez eu un traumatisme avec un chien, un gros chien noir, si je vous demande qu'est-ce que de fermer les yeux, comment vous voyez l'image en fait, si vous me dites, le chien il est gros, il est noir, je vois ses crocs, je vois ses yeux et tout, un coach en neurosémantique va aider à recoder l'image, peut-être rapetisser l'image, le faire devenir en blanc et noir, le pousser un petit peu plus loin. Donc on a différentes techniques qui aident justement à pousser plus loin le traumatisme, pour qu'on puisse en parler et me séparer du traumatisme. Si je ne suis pas ce traumatisme. Oui, on peut aider les gens. On n'est jamais nos traumatismes, nos émotions. Nous ne sommes pas nos émotions non plus. Je suis plus que mes émotions. L'émotion, c'est une expression de soi. Mais je ne suis pas mes émotions. Ouais. Alors, vous avez justement mentionné le mot sens. Est-ce que c'est important et pourquoi c'est important de donner un sens à sa vie? Déjà, pour reprendre l'exemple de Viktor Frankl, quand il a redonné, et je vois sourire, vous aimez beaucoup. J'ai lu le livre et c'est vrai. Alors, Viktor Frankl, juste pour le dire aux auditeurs, c'est un juif qui a été justement dans les camps de concentration et il a vu partir plein de gens devant lui. Sa famille aussi. Sa famille. Et puis, je me souviens ce qu'on leur donnait à manger, c'était un bouillon, c'était même pas un bouillon, c'était de l'eau avec une tête de poisson, je crois un poisson qui flottait. C'était horrible. Et il disait que autant que je peux me rappeler des mots, qu'il voyait dans ce bouillon de poisson, entre guillemets, la vie. Il voyait pas le bouillon de poisson, il voyait l'autre côté, c'est-à-dire le côté peut-être plus fort, un peu comme la neurosémantique, voir la force dedans, je ne sais pas quoi, mais je n'ai pas les mots, je ne me souviens pas trop des mots, mais c'était un peu ce qu'il voyait au fait. Au lieu de dire « Aïe, mais qu'est-ce qu'on me donne à manger ?» Il voyait autre chose et il arrivait à manger ça. C'est ça, tout à fait, merci, c'est l'attribution des sens. Quand on arrive à choisir le sens qu'on veut donner à sa vie, tous les matins, on a la force de se lever.
tous les matins, on a l'énergie. Des fois, moi, j'ai la fatigue chronique et des fois, j'ai pas de force. Ma mère, elle est sûrement qu'elle m'écoute là. Maman, je te salue. Et des fois, elle me voit là, fatiguée, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Et elle se demande peut-être, les gens se demandent même peut-être, mais pourquoi Nasia, elle s'acharne à continuer dans le coaching, la neurosémantique? J'aurais pu rester à la maison et Mhm, être là pour ma mhm, fille, mhm, qui est très noble aussi. mhm, Mais des fois, j'en peux plus, je me sens épuisée par rapport à l'endométriose et tout. mhm. Mais je continue, j'ai été en Égypte en mai pour faire ma formation en neurosémantique et tout. C'est justement, je suis portée par le sens que je donne à ce métier. Mhm. Donc, quand on se sent découragé, quand on est fatigué, quand on a envie d'abandonner, c'est ce sens qu'on donne à sa vie qui nous permet d'avancer. Et Roselyne, quand je fais des formations en service client, je commence toujours par le sens. Je demande aux gens, quel est le sens que vous donnez à ce métier? Et j'ai eu des policiers en formation, j'ai eu des gens, des infirmiers, des médecins. On appelle ça le big why. C'est quoi votre big why? Parce que je ne peux pas faire du service client, former les gens en service client si ils s'identifient même pas à ce Mhm, métier-là. Ils n'ont mhm. pas ils ont pas créé un sens powerful autour de ce métier. Donc, c'est comme ça que j'aborde le service client pour vous dire que finalement, tout tourne autour de la création de sens. Mm. D'accord, très très intéressant en tout cas. Alors, est-ce que les enfants aussi peuvent justement bénéficier de la neurosémantique? Oui, il faut simplement adapter le matériel. Et par ailleurs, actuellement, nous sommes, quand je dis nous, c'est la communauté des métacoachs. On bénéficie d'une formation d'un formateur mexicain qui, lui, il a créé un programme pour les enfants sur le bullying, en fait. Et donc, ce matériel que nous proposons aux adultes est adapté pour répondre à la psychologie de l'enfant. Oui, il faut adapter le matériel. Hmm, d'accord. Au fait, ben oui, les enfants sont des êtres humains, on est tous des êtres humains et nous avons tous un peu Ils comprennent, hein. besoin de tout Oui, ça. ils Ouais. comprennent bien, vie Ils dépendant de comprennent. Ah l'âge. ouais? Ah oui, ils comprennent. Il y a des exercices qu'on peut faire avec eux, mais il faut vraiment qu'on adapte le matériel. Mhm. Mm. Alors, justement, quelles sont les techniques, les outils Mhm. que vous utilisez pour la neurosémantique? C'est quoi? Ben, C'est beaucoup parler? C'est connaître l'autre? Comment ça se passe? si c'est en formation, ben, on donne des outils, mais Oui, et puis dans les formations, c'est beaucoup d'échanges. c'est Les ça? gens parlent, les gens Hmm, partagent, les gens ont envie de se dire en fait. oui. Et nous, on crée l'espace pour ça. Et on travaille beaucoup sur les croyances, le Mhm. recadrage. Le Ah, recadrage est une technique qu'on utilise beaucoup. Et décider avec notre cortex préfrontal de se dire que je ne veux plus penser comme ça. Si je ne veux plus penser comme ça, je vais penser comment maintenant? C'est moi qui hmm, deviens d'accord. l'architecte de mon esprit. C'est moi qui reprends le dessus. Donc, le recadrage des pensées, c'est une technique. Une autre technique, c'est installer de nouvelles croyances que la personne a choisies. C'est jamais nous qui donnons les croyances aux gens. C'est le C'est-à-dire, client qui si j'ai décide. pas d'estime pour moi, je change ça et je dis non. Je peux avoir de l'estime et voir comment je peux avoir de l'estime de moi. C'est un peu Oui, ça. c'est ça. Ok. Qu'est-ce que je vous poserai à ce moment-là la question, mais Roselyne, qu'est-ce que vous pouvez croire Mhm. sur vous-même pour commencer à vous aimer? Hmm. Donc moi, je ne donne pas de réponse. Oui, C'est c'est à la moi de personne, chercher. c'est à vous de... Parce que moi, si je donne des réponses, Ça ça peut sert à servir rien. à rien, parce que c'est mon Oui. interprétation, c'est vos croyances qui m'intéressent. Après, installer, parce que dire des nouvelles croyances, c'est là, mais installer ces croyances, ressentir, nous avons des interventions, on appelle ça coacher le corps. Donc on demande à la personne de se mettre debout, de respirer, en pensant à cette croyance, de l'installer dans le corps en fait. Hmm. C'est pas juste parler, on travaille avec les mouvements, le corps. C'est ressentir ce que je pense. C'est un peu ça. Exactement. On appelle ça mind to muscle, de l'esprit au muscle. Parce que simplement dire des choses en l'air, le corps, Ça sert il à n'a rien. pas Il réceptionné. n'a pas assimilé. Oui, le système nerveux n'a pas réceptionné, n'a pas assimilé. Il faudrait ancrer cela. Et puis, on a aussi, comme intervention intéressante, identifier les déformations de la pensée et les corriger, comme les généralisations, comme l'étiquetage, comme le jugement, comme la personnalisation, et des choses, les déformations, les stéréotypes. Apprendre à corriger en fait ces déformations de la pensée. Et également, je dirais, ça c'est très important, il y a des gens qui
vivent encore et avec des interdictions. Je m'interdis de ressentir cela. Disons la colère. C'est tabou, une femme ne se met pas en colère. Tu n'as pas le droit de te sentir. Interdit de pleurer. Oui. On revient à ça encore, ouais. Ces interdictions, ça vient d'où? Probablement de l'enfance. Beaucoup de choses proviennent de l'enfance, de l'éducation, etc. Si un prof disait de manière répétitive, pleurer c'est pour les faibles et tout, reprends-toi, tu as une mauvaise note, va réviser, tu pleures comme une fille, je ne sais pas trop quoi. Tout ça, on emmagasine et ça devient une grosse interdiction. Et un des outils de la neurosémantique, c'est de revenir sur cette interdiction et se demander qui a mis cette interdiction. Est-ce que c'est toi ou c'est une voix de ton passé? Oh là là, c'est beaucoup de travail, je trouve. Je parle de la personne qui... C'est beaucoup de questions à se poser, qu'on appelle les questions méta. Et je pense qu'il faudrait être honnête avec soi-même quand on se pose ces questions. Oui. C'est super important. Et c'est les cadres qu'on pose avant. On dit au client qu'on va faire un voyage. Ce voyage n'est pas forcément facile, mais vous êtes courageux de choisir de le faire. Je suis là, le client n'est pas seul, je vais vous accompagner et je vous poserai des questions méta que normalement on ne pose pas dans la vie quotidienne, au quotidien, genre qui êtes-vous, qui vous voulez devenir. Mais ce sont ces questions au niveau méta qui permettent à la personne de réactualiser sa carte mentale et de reprendre le dessus. Mais c'est beaucoup de travail chez soi. Il y a des gens qui hésitent à... Mais moi, j'inviterai les gens... Parce que quand vous travaillez sur vous-même, vous devenez un meilleur parent, un meilleur employé, un meilleur frontliner. Vous devenez une meilleure épouse ou un meilleur époux et un meilleur compagnon pour vous-même. Donc moi, j'encouragerais les gens à faire ce voyage de neurosémantique. Alors, on devient une meilleure personne en d'autres mots. Pourquoi? Parce qu'on a justement appris à qui on est vraiment. La relation que nous avons avec nous-mêmes. Oui, on a appris à se c'est à cause de ça. Oui, et puis c'est grâce à ça plutôt. Oui, mais on a fait des choix aussi. Parce que la neurosémantique, ça nous donne le choix de choisir, de décider qui je veux être, comment je vais me comporter. Et aussi, on travaille aussi beaucoup sur les compétences interpersonnelles comme l'empathie, l'écoute. Et mon professeur américain n'aime pas trop dire ça, mais le langage corporel, ce qu'on comprend nous comme le langage corporel, et la neurosémantique nous donne des outils intrapersonnels et interpersonnels, c'est-à-dire 2 niveaux en fait. Alors, vous l'appliquez aussi dans le cadre professionnel, la neurosémantique, n'est-ce pas? Oui. Vous parlez d'être un meilleur employé. Tout à fait. Et vous savez... Ou même un meilleur employeur. Oui, un meilleur employeur. Et ça, on parle de culture. On parlait de culture tout à l'heure, de culture d'entreprise. Et justement, oui, en entreprise, je l'applique beaucoup en service client, Customer Service Training. Et parce que je ne vais jamais parler du client avant que je parle de la personne elle-même, de son estime d'elle-même et de sa confiance en elle-même. C'est après que je viens sur l'empathie, l'écoute, la création de liens avec le client. Déjà, je l'utilise en service client. Et après, là, récemment, avec Christelle Mélier, on a conçu un programme qu'on appelait la résilience systémique. C'est-à-dire, on propose aux entreprises des services d'accompagnement. Quand je dis accompagnement, ce n'est pas que la formation, c'est la formation, le coaching individuel et le coaching de groupe, et également tout ce qui est HR Policies pour infuser la résilience dans l'entreprise. Donc, au niveau individuel, comment on peut aider nos employés individuellement à devenir plus résilients, à travailler sur leurs émotions, à se sentir bien dans leur peau. On aide l'équipe. Le deuxième volet, c'est l'équipe. Une équipe résiliente. Pas veut dire, la résilience, ça ne veut pas dire serrer les dents et manzoli. Des fois, on se dit, bien manzoli. Tenez la village comme ça, manzoli, fais ce qui te l'est, accepter. C'est pas ça la résilience. Oui. La résilience, c'est décider de reprendre le dessus sur la situation ensemble, en équipe. Et là, c'est les compétences interpersonnelles qui rentrent en jeu. Comment on s'écoute? Est-ce qu'on a l'empathie les uns pour les autres? Est-ce qu'on a la compassion? Est-ce que je suis là pour toi quand toi tu tombes, quand moi je tombe? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Là, c'est la résilience au niveau de l'équipe. Et puis la résilience au niveau de l'organisation. Est-ce que le leader a un discours résilient? Est-ce que le leader, il a un rôle modeling de résilience? Donc, c'est ça qu'on vient également proposer aux entreprises. Et bien sûr, à mon niveau, c'est beaucoup la sécurité psychologique en entreprise. La sécurité psychologique. C'est-à-dire la sécurité psychologique. Oui, c'est-à-dire, est-ce que, en tant qu'employé,
Est-ce que je ressens que j'ai le droit de prendre la parole, j'ai le Ah, droit de poser des questions, mhm. je peux dire quand j'ai fait une erreur sans avoir peur des De parler. conséquences. Oui. Est-ce que je peux donner une idée Mhm. ou est-ce que je vais me faire humilier? Hmm. Donc, il y a Amy Edmondson, une chercheuse du Harvard Business School qui a vraiment fait plein d'études là-dessus. Et elle vous dit à quel point la sécurité psychologique en entreprise est essentielle, surtout dans des domaines où il peut y avoir mort d'homme, comme dans le secteur médical, le secteur de la construction. Donc, elle donne plein d'exemples comme ça, même de la navette Challenger qui avait explosé quand elle devait décoller. Et il y avait un ingénieur qui avait remarqué quelque chose, une anomalie. Il n'a rien dit. Quand l'accident s'est produit, on l'a interrogé, on lui a dit, mais pourquoi tu n'as rien dit? Il a dit, mais she was too up there. Donc son boss, on ne peut pas lui parler, elle ne va pas me prendre au sérieux, elle n'a pas de Ok, sécurité ok, psychologique. ok, d'accord. Oui. Ok, enfin. Donc voilà, alors ça c'est possible donc dans le cadre professionnel. Maintenant, on arrive presque à la fin de l'émission, Nasia. Pouvez-vous partager avec nous une histoire ou un exemple concret d'une personne qui a transformé sa relation avec elle-même grâce à la neurosémantique? Ben, déjà, quand j'étais en Égypte la dernière fois, j'avais rencontré une méta-coach des Philippines. Xandi, c'est Xandi. Et Xandi, au départ, elle nous a raconté à quel point elle était timide, renfermée sur elle-même, et elle se jugeait beaucoup en fait. Et après, ben, son témoignage était fort. Après, elle nous a raconté comment justement elle est devenue plus assertive, elle s'affirme, elle arrive à prendre des décisions en tant que team leader. Et on l'a vu nous-mêmes évoluer. C'était 14 jours de formation en Mhm, Égypte et je mhm. l'ai vu évoluer Waouh. et reprendre confiance en elle-même, parler, poser des questions, s'aimer. Et même moi, ça m'est arrivé. Vous savez, j'ai grandi dans un système scolaire. Je suis un enfant du CPE, Mhm. donc avec un rang sur mon front. Donc c'était Comme tous vraiment, les autres enfants, et oui, et il fallait toujours être meilleur que les meilleurs que autres. les autres. C'était le treadmill de Mhm, achievement, mhm. meilleur, meilleur que les autres. Le problème, c'est qu'après, on a tendance à continuer à se comparer aux autres quand on grandit. La compétition. Ah oui, cet esprit de compétition, Mhm. etc. Mais la neurosémantique me permet de prendre du recul et de réaliser que d'avoir une mentalité d'abondance, en fait. Donc peut-être ce serait bien de l'intégrer aussi dans les écoles. Oui, La neurosémantique serait une bonne chose. tout à fait. Alors, vous avez eu un atelier il n'y a pas longtemps, samedi 2 août. Comment se passe un atelier en quelques mots, mais très vite, et y en aura-t-il d'autres? Oui, donc un atelier, c'est un espace d'échange. On donne des outils, mais on permet beaucoup aux gens de s'exprimer. On les coach aussi. D'accord, Et oui, déjà, on avait fait le 2 août, le cercle de la résilience. Et s'il y a un intérêt mhm, du public, on peut le refaire. super, Et vous pouvez aller sur ma page Facebook ou d'accord. LinkedIn, Nazia Hadji Abdullah. Super, Nasia, merci beaucoup. On va terminer avec un mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui nous écoutent actuellement ou qui vont nous voir ce soir? Que vous êtes important. Ne vous dévalorisez pas. Aimez-vous vous-même. Vous avez de la valeur. Peu importe ce que les gens disent, c'est votre opinion de vous-même qui compte. Aimez-vous et permettez à vos enfants de s'aimer eux-mêmes. Voilà. Nasia Hadji Abdullah, merci beaucoup pour tout Merci, ce Roselyne. partage. C'était vraiment très intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé très intéressant. J'espère que c'est la même chose aussi pour vous, auditeurs et auditrices, et aussi les spectateurs. Alors, je rappelle que vous êtes métacoach certifiée, formatrice en intelligence émotionnelle et aussi formée en PNL et neurosémantique. Merci d'être venu encore une fois. Merci à vous, chers auditeurs. Merci les téléspectateurs. Donc, rendez-vous mardi prochain pour une autre émission, Le MAG. Bonne journée à tous.